Alors on va de l'autre côté du spectre de la maladie, vers les tumeurs métastatiques, parce qu'on va aborder cette thématique cruciale. On sait que la chimiothérapie, que ce soit en périopératoire ou au stade métastatique, c'est ce qu'on va appeler le traitement de référence. Chimiothérapie basée sur les sels de platine, cette combinaison, cette polychimiothérapie systémique. Mais un certain nombre de patients ont des tumeurs volumineuses, vont avoir des hydronéphroses, vont avoir une altération profonde de leur performance status et donc ne vont pas être en condition pour recevoir la chimiothérapie. Est-ce que ces malades, aujourd'hui, il faut les abandonner? Est-ce qu'il existe une deuxième ligne palpable ou qu'on peut percevoir dans l'environnement et qui est susceptible d'être proposée rapidement aux patients? Ça, c'est vraiment un point important parce qu'on en discute concrètement en RCP aujourd'hui et puis parfois on entend des discours discordants entre les chirurgiens qui suivent ces malades depuis le départ, les oncologues et les radiothérapeutes. C'est pour ça que je souhaitais vous entendre. Quel est toi ton sentiment, Yann? On a quelque chose à leur proposer? Mon sentiment, c'est qu'on a quelque chose à leur proposer. On ne peut pas abandonner les soins palliatifs, soient-ils aussi bons que possible, un patient à son sort lorsqu'on est dans une situation dite unfit. Parce que c'est quoi le unfit finalement? C'est basé sur des critères qui sont ceux de l'éligibilité aux cisplatines. Il y a certes des choses qui nous parlent à nous en tant que chirurgiens, que sont l'altération de l'OMS avec une performance statut diminuée, donc un patient qui a besoin de repos, de sommeil parce qu'il ne peut pas mener une vie normale. Le NYHA, ça nous parle un petit peu moins, mais bref, l'insuffisance cardiaque, un patient qui va ne pas pouvoir supporter des traitements lourds parce que son cœur va le lâcher. Et évidemment, ceux-là, on sera moins enclin à leur proposer des traitements. En revanche, la toxicité neurologique, l'autotoxicité, même la fonction rénale, la clairance à 60 ml/min, ça reste quand même un critère élevé qui, certes, est normal et nécessaire pour le cisplatine, mais qui, de là à pousser à ne rien faire pour un patient, me semble réellement exagéré. Parce que la chimiothérapie, heureusement, ne se limite pas au cisplatine. On a d'autres alternatives, notamment le carboplatine, qui peut remplacer dans les mêmes protocoles. Hein, au lieu de faire cisplatine, gemcitabine ou MVAC, on va retirer le cisplatine et mettre du carboplatine, gemcitabine, du MCAVI, c'est-à-dire méthotrexate, carboplatine, vinblastine. Et ces associations, on le voit sur l'écran, ont quand même des taux de réponse satisfaisants, de l'ordre de 20 à 40%. Ce n'est pas négligeable, mais ça donne un peu d'espoir aux patients, ça améliore leur survie globale. Et donc, on peut leur proposer déjà ces premières solutions. Il y a également les chimiothérapies qu'on utilise habituellement en seconde ligne, c'est-à-dire ces patients qui n'ont pas répondu aux cisplatines, c'est-à-dire ceux à base de vinflunine, où là, les taux de réponse sont supérieurs, de l'ordre de 30 à 45%, mais avec une toxicité clairement également augmentée, puisque vous voyez qu'en termes de toxicité, on passe, notamment celle parlante, les prégnantes, c'est vraiment les décès liés à la chimiothérapie, c'est ça l'écueil. Eh bien, on passe de 2-4% avec les chimiothérapies par carboplatine avec de la gemcitabine ou de méthotrexate vinblastine, à là avec la vinflunine 6-8%. Donc on commence déjà à avoir un taux de décès lié à la chimiothérapie qui effectivement est plus problématique. Et très sincèrement, j'aurais dû défendre ce topo avec uniquement ces données de la chimiothérapie, j'aurais pas été à l'aise. Mais le temps change et heureusement, on a aujourd'hui l'immunothérapie. Alors pour ceux qui sont moins au fait de ce qu'est l'immunothérapie, un bref rappel, nos lymphocytes normalement reconnaissent nos cellules cancéreuses et sont à même de les détruire. Heureusement pour les cellules cancéreuses, elles sont assez ingénieuses pour détourner des mécanismes qui permettent d'être normalement tolérants et donc ils vont utiliser ces marqueurs, notamment PDL1 et PD1, le CD80, 86 et CTLA4 pour être ignorés du système immunitaire et donc pouvoir continuer leur petite vie pépère. Et contre ça, eh bien, l'industrie a pu heureusement développer des molécules qui inhibent ces couples ligand-récepteurs et donc permettent au système immunitaire de reprendre la main contre le cancer. Alors, c'est maintenant des thérapies qui ont fait la démonstration d'une efficacité en phase 2 et vous avez tous entendu parler des études IMvigor et Keynote qui ont montré un taux de réponse aux alentours de 25%, donc là aussi un taux de réponse non négligeable, chez des patients, et si on regarde la case des comorbidités, elle est intéressante, ce ne sont pas des patients très sélectionnés, en extrêmement bon état, 70% de patients avec une insuffisance rénale, 20% de patients, jusqu'à 40% dans l'étude Keynote, avec une altération de l'état général, des patients âgés, donc pas des patients forcément en bon état pour subir de l'immunothérapie, et malgré tout, un taux de réponse satisfaisant, une survie allongée dans l'étude atezolizumab, sachant que ce n'était pas l'objectif de l'étude, mais néanmoins un espoir soulevé par ces premiers résultats, avec, lorsqu'on compare face à face les études de chimiothérapie et d'immunothérapie, alors je sais bien que scientifiquement, c'est
on pourra me reprocher, mais si on superpose la courbe donc de droite de la chimiothérapie sur la courbe des résultats de l'étude InVigor avec les trois courbes qui se dessinent, vous voyez que globalement, on a au moins aussi bien a priori avec l'atezolizumab qu'avec la chimiothérapie. Vous voyez sur les courbes qui montrent la progression des patients qu'on a des patients répondeurs et surtout non répondeurs avec cette immunothérapie. Et donc on peut apporter un pourcentage, un quart des patients, ce n'est pas négligeable, cet espoir d'une réponse et d'une réponse prolongée grâce aux immunothérapies, avec une toxicité qui n'est absolument pas comparable à celle de la chimiothérapie, parce que vous voyez que le taux d'effet indésirable n'a été que de 8% pour ceux qui ont entraîné un arrêt dans l'étude de l'atezolizumab. Rien à voir avec les réductions de dose dans 73% ou carrément un report de traitement dans 71% dans les études sur la chimiothérapie. On est là sur des traitements qui sont bien mieux tolérés. Et donc, il me semble qu'en 2017, on ne peut pas dire à un patient qui est simplement unfit au cisplatine, on ne fait rien. Ce n'est pas encore la fin. Il y a des possibilités de seconde ligne réelles avec une toxicité qui est moindre dans le cadre de l'immunothérapie. Merci Yann. Alors moi, je vais défendre le contre. Et le contre, c'est la prise en charge palliative, compassionnelle, ce que les anglo-saxons appellent le best supportive care, donc l'inverse de faire un traitement systémique relativement lourd, plus lourd effectivement pour la chimiothérapie, peut-être un peu moins lourd pour les immunothérapies, mais quand même des toxicités et une prise en charge hospitalière toutes les 3 semaines. Donc quelque chose qui, sur le plan organisationnel, n'est peut-être pas le meilleur sur le plan de la qualité de vie également. Je vais le défendre avec 3 arguments. Non, car la chimiothérapie, elle est peu efficace, tu l'as montré en fait, mais je vais remontrer, chez les patients dits unfit, comme tu les as très bien définis. Non, car le bénéfice de l'immunothérapie, il est existant, même si moi, personnellement, je ne le trouve pas extraordinaire. Et non, car effectivement, la prise en charge compassionnelle, c'est ce qui préserve le mieux la qualité de vie. Alors, la chimiothérapie est peu efficace. Première étude, Andrea Necchi, ça c'est une étude en vraie vie. Donc c'est une étude multicentrique, rétrospective, qui compare en fait la réponse en termes de survie globale chez les patients métastatiques en première ligne, quand on donne du cisplatine, c'est la courbe du haut, quand on donne du carboplatine, c'est la courbe du bas. Le carboplatine, il n'y a pas de secret, c'est les patients unfit au cisplatine. Donc vous voyez bien que globalement, quand les patients sont unfit, on leur donne une chimiothérapie qui est d'efficacité inférieure. Deuxième tableau qui supporte exactement ces mêmes arguments. Vous voyez donc en première ligne, la colonne de gauche, c'est du gemcitabine cisplatine. C'est ce qu'on donne le plus fréquemment aujourd'hui dans le monde et en France à des patients métastatiques en première ligne. Et on voit que les performances status, donc c'est des 0,1, donc c'est des patients fit. Et effectivement, là, on a des réponses globales autour de 50% et des moyennes de survie globale entre 12 et 15 mois. Effectivement, là, on a une réponse. Quand on regarde par contre les colonnes de droite, la deuxième et la troisième, où les patients de plus en plus unfit, notamment la troisième colonne, ceux qui ont eu gemcitabine carboplatine ou le MCAVI que tu as cité tout à l'heure, globalement les réponses ne sont plus de 50%, mais plus de 30-41%. Et la survie globale, elle est de 8 à 9 mois. Donc clairement, on tombe de 4, 5, 6 mois en termes de survie globale quand on ne donne pas du cisplatine. Donc cette chimiothérapie pour les patients unfit à base de carboplatine, elle est clairement moins efficace. C'est confirmé également par ces 2 méta-analyses mettant en évidence que la combinaison gemcitabine-carboplatine et aussi gemcitabine-taxane est aussi inférieure, évidemment, au cisplatine. Le deuxième point, tu as parlé de l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est une révolution en cours dans plusieurs cancers solides et également, évidemment, nos tumeurs urothéliales. Après, il y a un bénéfice, certes, mais est-ce qu'il est vraiment important ? Première étude, tu l'as présentée, je vais la présenter un peu différemment. C'est InVigor 210, c'est une étude de phase 2 où il y avait 2 cohortes. La cohorte qui nous intéresse, c'est la cohorte 1, 119 patients en première ligne métastatique ou avancée, inéligibles au cisplatine, donc c'est ce qu'on appelle les unfit, pour des raisons évidemment de performance status ou de fonction rénale. Ils recevaient de l'atezolizumab, 1200 mg, en intraveineux, toutes les 3 semaines, en hospitalisation, jusqu'à progression. Alors, les taux de réponse, effectivement, quand vous regardez ce tableau, tout patient confondu, c'est la colonne de droite, taux de réponse global, 23%. Ça veut dire qu'il y a moins d'un quart des patients qui répondent. Et quand on regarde les réponses complètes,
on tombe à 9%, moins de 10%. Donc je ne trouve pas que ces chiffres soient extraordinaires. De plus, et c'est les colonnes de gauche et du milieu, on n'a pas de facteur prédictif de la réponse à l'immunothérapie. Donc on ne peut pas dire devant un patient donné, vous allez être dans les 25%, ou vous, monsieur, vous n'allez pas être dans les 25%, passez votre tour pour l'immunothérapie. Et ça, c'est aussi un facteur limitant. Deuxième point, toujours la même étude, l'Imvigor 210, la tezolizumab, phase 2, les effets secondaires, oui, ils sont inférieurs à la chimiothérapie, même chez les unfit, mais ils sont là, c'est-à-dire qu'on a quand même 66% de toxicité, tout grade confondu, dans cette étude. Alors effectivement, c'est surtout de la fatigue, de la diarrhée, peut-être effectivement des effets secondaires pas extrêmement lourds à prendre en charge, même s'il y a quand même les hypothyroïdies. Et deuxième diapositive, les effets secondaires immunitaires, qui sont pas très fréquents, mais qui existent et qui sont effectivement liés à l'immunothérapie. Deuxième étude, la Keynote 052, également une étude de phase 2, très semblable à l'étude Imvigor. C'est cette fois du pembrolizumab, et c'est en première ligne métastatique, tumeur de vessie avancée et ou métastatique, inéligible, unfit, pembrolizumab, 200 mg, toutes les 3 semaines, en intraveineux, en hospitalisation, je le reprécise. Et les chiffres, c'est les mêmes, 24% de réponses tout type confondu, 24%, moins de un quart. Et quand on regarde les réponses complètes, 5%, avec 42% des patients qui progressent sous traitement, quasiment la moitié, et 23% qui restent stables. Donc oui, il y a des patients qui répondent, et il y a quand même une grande majorité de patients, soit stabilisent, soit progressent, donc répondent, en tout cas moyennement. La survie globale à 12 mois, la survie sans progression à 12 mois, 19%. Donc on a 80% des patients qui progressent sous traitement à 1 an. Donc ce n'est quand même pas des résultats miraculeux, probablement parce qu'il y en a qui répondent et il y en a qui ne répondent pas, sans facteur prédictif de réponse. Quand on regarde un petit peu, essayer de stratifier qui répond pas, il y a une bonne nouvelle, et là je vais te rejoindre, c'est-à-dire que quand on regarde l'âge, la stratification par âge ou par performance status, donc les COG, on voit bien que les ECOG 2, c'est-à-dire les unfit et les plus de 65 ans, ils répondent aussi bien que les moins de 65 ans et les patients fit. Donc oui, c'est un traitement qu'on peut donner aux unfit. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on a bien vu que le carboplatine, ce n'est pas une très bonne solution. Après, il y a un autre facteur un peu prédictif de réponse, c'est la localisation des métastases. Et évidemment, quand vous avez que des métastases ganglionnaires, vous avez 47% de réponse. Et par rapport à ceux qui ont des métastases viscérales, où là on tombe à 23%. Donc clairement, les métastatiques plus ganglionnaires, plus localisés entre guillemets, forcément ils répondent mieux à ces immunothérapies. Et le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les tumeurs de vessie et les tumeurs de la voie excrétrice, c'est-à-dire quand le primitif est la voie excrétrice, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Donc ça marche dans les deux cas, à partir du moment où ils sont métastatiques. Enfin, je voulais quand même parler 30 secondes sur la prise en charge compassionnelle. C'est sûr que quand on n'a pas de traitement, qu'on ne va pas en hospitalisation, qu'on n'a pas un traitement intraveineux, qu'on n'a pas les effets secondaires de ce traitement, forcément, on est à la maison. Pendant un certain temps donné, avant évolution de la maladie, on préserve la qualité de vie avec un maintien des activités. Évidemment, après, l'histoire naturelle de la maladie nous rattrape. Mais c'est une option qu'on doit envisager chez les patients, évidemment, leur expliquant l'histoire naturelle et qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer. Mais c'est quelque chose qu'on doit proposer. Est-ce qu'on doit le choisir pour eux? Non. Mais on doit le proposer dans la stratégie thérapeutique. C'est une option et elle est valable. Donc, en conclusion, je voulais juste finir sur les recommandations de notre sous-comité 2016-2018. Globalement, quand les patients sont unfit, notamment en termes de fonction rénale, donc unfit au cisplatine, il faut donner du carboplatine, même si ce traitement est inférieur. C'est aussi aujourd'hui les recommandations de grade B. Pour les patients qui ne sont pas éligibles au sel de platine, une monochimiothérapie gemcitabine, ça a été essayé. Les réponses sont quand même pas terribles. 9% de réponse complète. C'est peu toxique. Est-ce que c'est vraiment une très bonne option? Non. Et enfin, clairement, quand les patients sont très dégradés, vraiment des performances status très avancées, 3, 4, je crois que clairement, et là on va se rejoindre, je pense, il faut arrêter les traitements et il faut faire du best supportive care. Très bien, merci à tous les deux. C'est vrai qu'il y a des points de vos discours qui sont tout à fait audibles et auxquels j'adhérerais bien volontiers en fonction des moments où vous avez
parler. On va convenir d'une chose, je pense, c'est que d'une part, ces tumeurs de vessie métastatiques sur le plan clinique, c'est un drame, et qu'il y a deux modalités d'entrée dans cette maladie. Il y a ceux qu'on a vus au stade de tumeurs de vessie d'infiltrant palmus qui ont évolué progressivement et qui ont connu tous les stades de la maladie, les résections, la cystectomie, et parfois qui ont eu des lignes de chimio au moment de la chirurgie qui les rend potentiellement une fuite derrière, et puis l'évolution ultime vers la métastase, ou le métastatique d'emblée, qui est somme toute assez rare. Et donc, ce sont des patients qui sont difficiles à recruter pour tous ces nouveaux essais d'immunothérapie dont on a parlé là. Et c'est vrai que ce n'est pas la même philosophie. Parce qu'il y a des patients qui ont le sentiment qu'on les abandonne parfois, ou des patients qui veulent être traités parce que c'est leur mode d'entrée dans une maladie. Donc, si vous leur dites d'emblée, vous êtes unfit, il n'y a pas de traitement, c'est psychologiquement parfois dur. Et ce versant psychologique du traitement de la maladie du malade cancéreux, elle est transposable à bien des égards à d'autres disciplines que la nôtre. Et ça, c'est des sentiments qu'on peut prendre en considération que vis-à-vis du malade quand on est en face-to-face. Donc ça, c'est très important. L'autre point, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est la façon dont on stratifie les malades et les modalités du diagnostic de ces tumeurs de la vessie métastatique. Aujourd'hui, vous en conviendrez, dans les recommandations, il n'y a pas d'utilisation de l'imagerie moléculaire dynamique au moment du diagnostic de cette maladie. Ce champ d'investigation de la maladie, il évolue. Et je pense, et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, que d'ici quelques années, on sera en condition pour stratifier les patients avec des maladies métastatiques totalement différemment. Parce que c'est un peu un panier fourre-tout, ces malades métastatiques. Dans les études qui sont dans les pipelines, les études les plus sophistiquées d'un point de vue de la méthodologie que vous avez montré, on est un peu déçu par la sélection des malades. Regardez, les tumeurs de vessie, on arrive à les stratifier bas risque, risque intermédiaire, risque élevé, risque très élevé. Et ces métastatiques, on a mis des tumeurs de la voie excrétrice, des tumeurs de l'urtère et des cavités piédo-calicielles, des ganglions et des métastases. Est-ce que vous ne pensez pas que cette stratification, il y a un flou et qu'on n'a pas reproduit la même erreur que ce qu'on avait déjà fait avec la chimiothérapie dans les années 70-80 ? Toi, ton sentiment ? Je partage tout à fait cette analyse. On a très bien sous-compartimenté les tumeurs d'infiltrant palmus et effectivement, au stade métastatique, alors est-ce que c'est parce que ce ne sont pas les urologues qui s'en occupent principalement ? En tout cas, on fourre tout dans le même panier où globalement il y a chimio versus rien. Et clairement, on a besoin de sous-diviser ce groupe. Effectivement, ce n'est pas la même chose, tu l'as très bien montré, d'avoir des métastases uniquement ganglionnaires ou des métastases viscérales, notamment hépatiques. Ce n'est pas du tout la même chose d'être unfit sur des critères purement de neurotoxicité que sur des critères d'altération de l'état général. Et non seulement la tumeur, mais aussi son hôte doivent être pris en compte pour mieux stratifier ces patients et prendre des bonnes décisions. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, c'est les seuls critères qu'on a un peu de stratification, c'est les critères de Bajorine, qui sont des critères qui étaient issus des essais de chimiothérapie, donc par nos amis oncologues. Et effectivement, aujourd'hui, on peut essayer de les transposer sur les immunothérapies. La réalité, c'est que tous les essais de phase 2 ou de phase 3 ont inclus pêle-mêle tout type de tumeurs avancée / métastatique. Pourquoi ? Pour des raisons effectivement d'effectifs. La réalité, c'est qu'il aurait fallu d'emblée essayer de stratifier les malades les plus agressifs, métastases viscérales, hépatiques notamment, probablement avec des performances status élevées. Mais le problème, c'est que du coup, on diminue les effectifs. Alors l'autre souci dont on dispose, et c'est le dernier point que j'aimerais argumenter avec vous, c'est finalement depuis 40 ans, on traite tous les malades de la même manière, avec le même traitement, et on est en train de reproduire là encore la même erreur, c'est-à-dire, s'il y a une alternative, on va la proposer à tout le monde. Et manifestement, et ça on pourra en discuter dans des perspectives de futur, pas d'application concrète immédiate, parce qu'il y a des autorisations de mise sur le marché qui sont en demande, et actuellement la réalité c'est que la chimiothérapie c'est quelque chose de concret, et puis le reste on est encore dans l'expectative, et on va voir comment les choses se dessinent sur les différents marchés de santé en Europe occidentale et aux États-Unis. Mais la réalité, elle est celle-là. C'est que, est-ce que finalement, on n'est pas en difficulté vis-à-vis de l'absence de marqueurs pour la réponse au traitement ? Parce qu'on a critiqué le PSA pendant des années pour le cancer de la prostate, mais il a le mérite d'exister. Et regardez comment il nous a aidé à guider le Taxotere pendant des années. Là, on n'a que des critères d'imagerie, d'évaluation. Et pour peu que le patient ait été cystectomisé, et qu'on ne dispose pas d'imagerie extrêmement performante, sur quels critères on base les éléments de la réponse au traitement ? Là encore, des critères cliniques. Et donc, est-ce que l'enjeu, selon vous, ce ne serait pas de décider quel sous-groupe de patients est susceptible de bénéficier d'emblée de l'immunothérapie ou d'emblée de la chimiothérapie
On va voir d'autres choses, Evangelos Ponsentiou. Je crois clairement, tu l'as souligné Morgane, on fait les mêmes erreurs que pour les chimiothérapies. C'est-à-dire que la chimiothérapie, Yann et moi, on a déjà débattu plusieurs fois là-dessus, la chimiothérapie néoadjuvante, on sait tous qu'il y a un bénéfice de 5 à 7%. On a tous des patients qui en bénéficient, qui sont T0 après sur les pièces de cystectomie, et malheureusement, on a tous des patients qui sont T3, T4 sur la pièce de cystectomie, donc qui n'ont eu aucune réponse à cette chimiothérapie. Et en fait, on l'a administré de manière globale à tout le monde, alors qu'en fait, il aurait fallu sélectionner les patients qui bénéficient, donc prédire la réponse à la chimiothérapie. C'est la même chose aujourd'hui avec l'immunothérapie, et c'est aussi le même problème qu'il y a eu avec les essais de targeted therapies, donc des anti-VEGF, des anti-herbes et tout ça, qui ont traité en fait des populations globales, sans aller sélectionner les patients porteurs de mutations, sans en fait faire de la médecine personnalisée. Et aujourd'hui, je crois que nous, urologues, on doit vraiment prendre le pli de la génétique et dire aujourd'hui, la médecine personnalisée, c'est pas demain, ça doit être aujourd'hui, même si évidemment c'est compliqué, ça coûte cher et on n'a pas encore les résultats escomptés pour pouvoir les mettre en pratique quotidienne. Yann, en 2 mots? En 2 mots, je pense que l'avenir, c'est l'immunogramme. Un peu comme on a un antibiogramme pour traiter une bactérie, il faudra un immunogramme pour traiter une tumeur urologique ou peu importe. C'est-à-dire avec les caractéristiques de la tumeur, on sait que les marqueurs, notamment PD1, PDL1, sont d'extrêmement mauvais marqueurs parce qu'ils ne sont pas corrélés à la réponse et qu'un peu s'ils sont hétérogènes au sein de la tumeur, ils sont hétérogènes dans le temps. Bref, ce n'est pas le marqueur idéal. Il faudra en trouver d'autres. Il faudra prendre en compte l'immunologie du patient parce qu'un patient en bon état général avec un système immunitaire qui marche bien va sûrement avoir plus de chances de répondre qu'un patient avec un système immunitaire complètement épuisé. Prendre en compte l'infiltration de ces cellules immunitaires au sein de la tumeur. Bref, une multitude de facteurs qui vont permettre de définir bien mieux le profil des patients qui vont être répondeurs et pour lequel l'investissement de ce genre de thérapie, qui malheureusement a aussi l'inconvénient d'être très coûteux, va pouvoir se justifier. Donc la clé, c'est probablement l'argent et la recherche. Et l'argent qui est investi dans cette recherche et dans toutes ces études ancillaires qu'on voit en parallèle de ces études, dont il faut se réjouir, parce que quand il y a des grandes études avec des phases 3 et des phases 2 dans le pipeline, il y a des études ancillaires et nous, on progresse, j'allais dire les cliniciens, par les connaissances moléculaires qu'on acquiert. Il me reste à vous remercier, Yann Neusillet et Evangelos Ilinas, d'avoir débattu ensemble. Je remercie aussi le laboratoire Roche pour le soutien institutionnel à cette émission disponible sur Eurofrance. Et je cède la parole à Arnaud Méjean pour les take-home messages à diffuser auprès de nos collègues. À très bientôt et je vous laisse vous serrer la main. Merci Yann.